bonjour à tous. Donc moi, c'est Léa Godzen et puis on va parler ensemble de justement comment on peut avoir les meilleures clés, les meilleures attitudes, les mots justes pour aider un collègue quand on sent qu'il a besoin. Donc on va pouvoir voir ensemble en fait, comprendre les facteurs risques et protecteurs, donc tout ce qui détermine en fait finalement l'ensemble de notre santé mentale. On va revoir ensemble les signaux d'alerte, donc ceux qui avaient fait la présentation en septembre, ça va faire un bon rappel des signaux d'alerte, des différents signaux d'alerte. Et on va voir aussi comment justement, que faire, que dire, quelle attitude on peut avoir quand on a besoin d'approcher un collègue et qu'on ne sait pas forcément comment faire. On va pouvoir découvrir la méthode aérée qui vient des premiers secours en santé mentale. Et on verra une dernière partie où on reviendra un petit peu quand même sur soi. Moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais avant d'aller porter mon aide à mon collègue. Donc l'objectif finalement de ce webinaire, c'est vraiment de mieux se sentir plus à l'aise, plus en confiance, afin d'observer, d'écouter et puis pouvoir agir auprès de son collègue qui en a besoin au bon moment. Donc, s'il y a des questions tout au long, vous allez pouvoir les poser et sinon, à la fin, il y aura un temps de questions-réponses de toute façon. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, comme j'ai dit, je suis Léa Godzen. Je fais de la prévention santé mentale, notamment en entreprise. J'interviens en entreprise. Et j'ai également créé un jeu de cartes qui s'appelle Solum, qui permet justement d'aborder la prévention santé mentale en entreprise. Donc, il y a une version pro qui est dans le cadre d'ateliers de sensibilisation et une version grand public qui va sortir prochainement en avril en crowdfunding, en précommande. Donc, si ça vous intéresse de suivre l'aventure, vous pourrez, je mettrai toutes les infos à la fin. Donc, on va commencer. Et avant de commencer, j'aime bien vous poser une première question que vous allez pouvoir répondre dans le chat. Selon vous, quelle est la différence entre une mauvaise journée et un signal d'alerte? Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Quelques secondes. Et pour rappel, du coup, une bonne santé mentale ne veut pas dire qu'on est exempt de troubles ou de maladies psychiques. Et à l'inverse, une mauvaise santé mentale, ça ne veut pas dire qu'on a un trouble ou qu'on a une maladie psychique. C'est vraiment quelqu'un qui a un trouble ou qui a une maladie psychique peut totalement en fait être en bonne santé mentale s'il a un bon suivi, s'il a le bon traitement, s'il a les bonnes ressources et les bons accompagnements, il peut complètement finalement être en bonne santé mentale. Et à l'inverse, une personne qui finalement se sent submergée par ses émotions, ça fait plusieurs semaines qui est en surfatigue, etc., et qui n'arrive pas en fait avec les ressources qu'il a, qui n'arrive pas à poser des actions, et bien finalement, il peut lui être en mauvaise santé mentale. C'est le continuum en fait de la santé mentale. On n'est jamais toujours au top, on n'est jamais toujours au bas, ça fluctue. Alors, on a quoi comme réponse? Donc, une mauvaise journée reste un sujet très subjectif, alors qu'un signal d'alerte peut être connu, précis. Mauvaise journée ponctuelle, signal d'alerte sur plusieurs journées. Effectivement, il y a des super réponses et ça me permet de faire la suite, puisqu'en fait, il y a ces notions à prendre en compte quand on a une mauvaise journée. On a tous des mauvaises journées, effectivement. Mais quand c'est un signal d'alerte, il y a des notions qu'on peut observer. Donc, je vais passer sur la slide suivante. Ah, je ne sais plus faire comment on fait pour… Si tu veux. Voilà, pardon. Donc, voilà, ça me permet de faire la transition sur les 3 notions qu'on peut observer. Un signal d'alerte, on peut en fait l'observer peut-être sur une intensité, sur une échelle de 1 à 10, à quel point il est fort
chez nous. Donc, par exemple, on va prendre la fatigue mentale, tout simplement, qui nous arrive, qui peut nous arriver beaucoup. Ça peut être sur une journée parce qu'on a eu une grosse journée, mais aussi, est-ce que elle est très forte, donc sur une échelle de 1 à 10, à quel point, en fait, on se sent fatigué, on se sent épuisé mentalement. On peut aussi se poser depuis combien de temps, donc depuis combien de temps ça dure? Est-ce que c'est qu'aujourd'hui et effectivement, bah, c'est juste une journée, donc peut-être que c'est juste une journée, une mauvaise journée, mais est-ce que ça dure depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, voire plus? Et la troisième notion, ça va être la notion de l'impact sur mon quotidien. Est-ce que ça a un impact sur mon quotidien? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses, dans mon quotidien que je faisais, très facilement et qui aujourd'hui me demandent de l'effort? Surtout, par exemple, au travail, des tâches me demandent de l'effort alors qu'habituellement, c'était très facile. Ces 3 notions, on peut les observer pour soi, mais on peut aussi s'aider de ces 3 notions pour observer justement un collègue, heu, à qui on a pu observer, on a pu remarquer qu'il semblait ne pas aller, bien ces derniers temps. On peut se poser ces 3 questions et on peut, finalement, faire une entre guillemets, hein, je mets entre guillemets, «une pré-évaluation» avant de se dire: «OK, je vais aller voir mon collègue et lui demander comment il va parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas». Ça peut nous aider en tout cas, à se dire: «OK, c'est pas juste une mauvaise journée pour lui, j'ai vraiment l'impression que ça commence à avoir un impact parce que ça fait longtemps et que ça commence à être intense pour lui». Mais c'est que des suggestions qui peuvent vous aider en tout cas à mieux observer votre collègue. Je voulais aussi vous partager quelques chiffres qui me semblent importants, sur, les troubles psychiques parce que les troubles psychiques en France touchent 3 millions de personnes. Donc on est vraiment, c'est vraiment un chiffre qui est énorme. On est tous concernés à un moment donné ou à un autre, que ce soit nous ou un proche ou un collègue, on est tous concernés par, les troubles psychiques et donc la santé mentale. On a tous une santé mentale, comme on a tous une santé physique, donc c'est important de reprendre en compte le contexte de ce qu'est la santé mentale. Et c'est aussi les troubles psychiques sont aussi le troisième rang des maladies les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Donc encore une fois, on est vraiment sur la santé mentale nous concerne tous et donc on va voir aujourd'hui ensemble justement comment on peut faire pour, aborder, pour mieux comprendre tout ça. Donc effectivement, il faut prendre en compte plusieurs dimensions quand on parle de santé mentale. Il n'y a pas je vais bien, je vais pas bien, je suis malade, je suis pas malade. Il y a différents facteurs risques et facteurs de protection. Donc, on va retrouver des déterminants individuels. Donc, les déterminants biologiques, ça va être tout ce qui est notre âge, notre genre, les gènes, les réactions physiologiques, la santé du corps, etc. Les facteurs psychologiques, on est sur la santé mentale, notre santé émotionnelle, les croyances, les attentes, etc. Et les facteurs expérience de vie, bah, c'est toute notre expérience de vie qu'on a depuis qu'on est né finalement. Est-ce que ça a été des facteurs risques pour nous ou est-ce que ça a été des facteurs de protection? On va aussi retrouver des déterminants sociaux. Donc là, ça va être tout ce qui est facteurs, liens sociaux, donc l'entourage, les familles, les collègues également aussi, facteurs soutien social et économique. Et dans les déterminants structurels, on retrouve les facteurs politiques, sociaux et économiques, les facteurs environnement, donc les lieux de vie, les conditions, le lieu de travail aussi, les conditions de travail aussi, ça fait partie des déterminants structurels, et les facteurs culture et inégalité. Donc là aussi, on retrouve soit des facteurs risques, soit des facteurs de protection. Par exemple, un enfant qui a une éducation qui est douce et plutôt bienveillante aura été plus dans des facteurs de protection. À l'inverse aussi, une personne qui vit dans un logement qui peut être insalubre, qui peut être mal isolé ou qui peut être, oui, insalubre, ça arrive très souvent, eh bien lui, il aura tendance à avoir des facteurs finalement de risque. Et donc chaque facteur est souvent lié à un autre facteur et donc en fait, plus on a de facteurs risques qui nous entourent, plus on est fragilisé et plus effectivement on peut être facilement plus touché par des difficultés de santé mentale.
Donc, c'est vraiment important en fait de prendre en compte les différents facteurs, les différents déterminants de ce qu'entoure en fait la santé mentale. Ce n'est pas juste finalement dans notre mental, il faut prendre en compte énormément d'autres déterminants. Donc, on va passer à la suite. On va repérer un petit peu plus les signaux d'alerte. Donc ça va faire un rappel pour ceux qui étaient présents lors de la première, du premier webinaire. D'ailleurs, vous pourrez le voir, il y a un replay sur votre chaîne YouTube. Mais pour rappel, en fait, quoi qu'il arrive, en fait, un changement inhabituel auprès de votre collègue, ça peut être un signe d'alerte pour vous, pour être déjà plus attentif à lui. Donc, par exemple, un collègue qui a l'habitude de manger avec vous et qui, là, ça fait plusieurs jours qu'il s'isole. Au début, on aura tendance à dire, bon, bah, on va le laisser un petit peu tranquille, etc. Mais pareil, on va se rappeler de ces 3 notions de temps, d'intensité et d'impact. Et on peut se dire, tiens, c'est une alerte pour moi, je vais être un petit peu plus attentif à lui pour mieux l'observer et voir si je peux faire quelque chose ensuite pour lui. Donc, on va voir les différents signaux. Donc, on retrouve les signaux cognitifs, donc tout ce qui est attrait à notre cerveau, la concentration. Donc, ça va être les difficultés à se concentrer, les troubles de la mémoire, les oublis fréquents, confusion, rumination, pensée envahissante. Donc, ça peut être un petit peu difficile à observer, mais en tout cas, si on est attentif à nos collègues, on voit certaines choses quand même. On est au quotidien, on est souvent quand même en contact ou avec eux si on est en présentiel. Donc, on peut réussir à observer quand même des choses auprès de nos collègues. Ensuite, on va avoir les signaux émotionnels. Donc, ça va être tout ce qui est nos humeurs, nos ressentis. Donc là, on va retrouver l'irritabilité, l'impatience accrue, les sauts d'humeur fréquents, l'anxiété ou le stress persistant, la tristesse inexpliquée ou la baisse de motivation. Donc ça, c'est pareil, ça peut être notre collègue qui exprime en fait qu'il est plus stressé, ou on peut aussi le voir physiquement qu'il est plus stressé. On peut aussi voir qu'il est démotivé. On peut aussi observer qu'il est plus irrité, etc. Et on va pouvoir mieux se demander, OK, avec les 3 notions, temps, impact, intensité, est-ce que c'est juste une journée ou est-ce que ça fait un certain temps, etc. On devient un meilleur observateur en fait en connaissant les différents signaux d'alerte. On peut devenir un meilleur observateur. Donc là, je vous donne que quelques exemples. Il y en a encore plus. Si ça vous intéresse, vous aurez la possibilité de faire vos recherches aussi sur les différents signaux, mais en tout cas, c'est les principaux. On va retrouver les comportementaux, les signaux dus au comportement. Donc, ça va être tout ce qui est lié à nos actions et à nos habitudes. Donc, évitement social, isolement, comme je le disais. Est-ce que Bernard, votre collègue habituellement, qui mange avec vous, là, il s'isole un petit peu plus depuis combien de temps? Est-ce que ça commence à être inquiétant pour vous? Est-ce qu'il a des conflits qui sont plus fréquents avec les autres? Est-ce qu'il a une désorganisation inhabituelle? Comment en fait est son comportement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Au niveau des signaux physiques, on va retrouver de la fatigue persistante, sensation d'épuisement. Est-ce qu'il se plaint d'être tout le temps fatigué, d'être vraiment épuisé ces derniers temps? Est-ce qu'il se plaint de troubles du sommeil, l'insomnie, un sommeil qui est pas réparateur, des réveils nocturnes? Est-ce qu'il se plaint de tensions musculaires, des douleurs inexpliquées, des maux de tête, des maux d'estomac, etc., ou même de troubles digestifs? Voilà. Est-ce qu'il peut l'exprimer? Et ça, c'est comme ça aussi qu'on peut l'observer. Après, j'ai un petit peu plus répertorié aux signaux professionnels, comme ça, c'est vraiment lié au travail. Donc, démotivation, perte de sens dans les tâches, baisse de la performance, erreur inhabituelle, impression de toujours courir après le temps, difficulté à déconnecter après le travail, des absences ou des retards qui sont plus fréquents qu'habituellement. Un manque d'engagement aussi dans les projets ou les réunions, alors qu'habituellement, il est hyper engagé et hyper présent. Les relations deviennent de plus en plus tendues avec les collègues. Ça peut être vraiment des signes d'alerte pour se dire, OK, c'est pas
c'est pas tout à fait normal, il y a quelque chose qui est en train de se passer et ce serait peut-être bien d'aller lui en parler. Et puis, on a les signaux d'alerte critiques qui, eux, sont vraiment pas à ignorer et peuvent être beaucoup plus difficiles aussi à détecter. Mais en tout cas, s'il y a un collègue qui exprime ces choses-là, on ne peut pas, en tant que même citoyen, en tant que collègue, on ne peut pas l'ignorer. Donc, envie de tout abandonner, sentiment de désespoir, des idées noires, des pensées suicidaires, des comportements aussi autodestructeurs, donc automutilation, consommation excessive de substances, comportements violents. Tous ces signaux d'alerte, c'est des signaux qui sont critiques, on ne peut vraiment pas les ignorer. Il est important du coup d'agir. Ces signaux, c'est vraiment, pour rappel, c'est vraiment donc des indicateurs. On ne fait pas un diagnostic. On est simplement des collègues qui observent et qui sont là pour justement aider et être plus attentifs à nos collègues pour éviter que ces premiers signes puissent s'accumuler et justement devenir une vraie fatigue mentale et ensuite, etc., un trouble psychique, par exemple. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que aussi un comportement inhabituel qui soit dans l'extrême ou dans l'autre peut nous être un indicateur. Souvent, on va avoir tendance à prendre l'exemple que je répète depuis tout à l'heure, ce collègue qui s'isole alors qu'habituellement, il est jovial et il mange, etc., avec ses collègues. Et là, ça fait plusieurs jours qu'il s'isole. Bon, ça, c'est assez facile de le repérer finalement. Mais un collègue qui habituellement, finalement, est assez neutre dans ses expressions des émotions, assez neutre en fait dans son comportement et qui là va avoir un excès en fait de joie ou d'expression d'émotions joyeuses ou même autre émotion, là aussi en fait ça va être important de prendre en compte parce que habituellement c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, etc. Donc chaque comportement en fait d'un excès à l'autre peut être un indicateur, en tout cas pour nous, pour être plus attentif et mieux observer. Ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose obligatoirement. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, on a, nous, en tant que personne, en tant que collègue, on a aussi en fait un devoir, il y a une loi d'obligation donc à la préservation de la santé physique et mentale envers les employeurs, vers leurs salariés, mais aussi des salariés envers eux-mêmes et leurs collègues. Donc vraiment, il est essentiel vraiment d'être attentif du coup à la santé mentale de chacun, de chaque collaborateur pour que voilà, on puisse finalement travailler dans les meilleures conditions et se sentir bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra à la fin. Et maintenant, on va pouvoir passer justement à la méthode aérée. C'est un plan d'action qui aide justement une personne qui ne va pas bien. Donc, c'est un modèle en fait qui a été inspiré du modèle australien qui a été développé par les premiers secours en santé mentale en Australie. Et donc, en France, c'est la méthode aérée. Donc, c'est enseigné à l'ensemble des secouristes formés aux premiers secours en santé mentale. Et en fait, elle se base vraiment sur des fondements scientifiques et pédagogiques. Et elle a vraiment pour rôle de venir offrir un premier soutien, de venir rassurer, d'accompagner, d'orienter vers les ressources qui sont appropriées pour la personne. Donc nous, en fait, aujourd'hui, on va s'en inspirer, on va pouvoir avoir quelques clés pour se sentir plus en confiance, pour intervenir auprès d'un collègue. Si on veut vraiment dérouler le plan d'action aéré, il est vraiment conseillé du coup de faire la formation en premier secours santé mentale. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on va pouvoir s'en inspirer pour déjà se sentir plus à l'aise et plus en confiance dans les premières étapes pour aborder notre collègue. Donc, la première étape, ça va être d'approcher la personne. Être attentif aux signaux d'alerte qu'on a pu voir, prendre en compte aussi les déterminants, les différents facteurs qu'on connaît aussi de notre collègue, choisir le bon moment pour engager la discussion. Donc, on va éviter de faire l'action entre deux rendez-vous au coin de la porte. On va
plutôt proposer peut-être d'aller boire un café ou d'aller marcher, quelques minutes, dehors parce que vous avez, besoin de lui parler de quelque chose qui est important. Et donc vous posez le cadre et vous attendez l'acceptation, de ce moment de partage et donc au moment où vous allez pouvoir aborder le sujet, donc quand, il y a, le contexte qui est, réuni, vous pouvez, lui dire aussi, bah, voilà, que vous avez remarqué que ça fait plusieurs jours, qu'il semble beaucoup plus fatigué ou beaucoup plus isolé ou triste et cetera, suivant ce que vous avez remarqué et que, bah, ça vous inquiète en fait et vous aimeriez, bah, voilà, être présent, savoir comment il va et comment vous pouvez l'aider. La deuxième étape, ça va être l'écoute active. On va écouter sans jugement et activement. On va être dans l'empathie. C'est vraiment important de laisser du coup, l'espace, de parole, sans chercher à vouloir donner tout de suite des solutions ou une réponse. On est là vraiment pour, écouter la personne. On n'apporte pas de jugement personnel, on n'apporte pas non plus d'expérience personnelle. On est vraiment là pour écouter dans un premier temps. Ensuite, on va venir réconforter et informer. Donc, on va pouvoir donner du soutien émotionnel, lui proposer une aide pratique et lui demander en quoi, vous pouvez lui être utile et de quoi il a besoin surtout à ce moment-là. Et puis après, il y a encourager. Donc encourager à aller voir des professionnels et renseigner aussi sur les ressources disponibles. Donc là, c'est vraiment plus lié au fait quand on est, secouriste au premier secours en santé mentale, mais en tout cas, vous pouvez totalement vous aussi, être dans cette envie aussi de dire: «Bah, voilà, je t'encourage, à aller, voir un professionnel. Je peux même t'aider si tu veux à chercher le bon professionnel si vous vous en sentez, capable» et je vous mettrai d'ailleurs à la fin, des liens justement de ressources de PSSM, Premier Secours Santé Mentale. Il y a pas mal de guides qui peuvent vous aider et une page aussi, sur, Psycom qui a plein de ressources pour justement avoir, les bons contacts, et retrouver les bonnes ressources pour que vous puissiez, bah, vous aussi vous renseigner. Je voulais donner aussi un exemple par rapport à cette méthode que donc moi je l'ai utilisée, auprès de jeunes, auprès d'adultes, quand je travaillais auprès des jeunes, j'ai vraiment utilisé cette, méthode pas à pas et ça fait vraiment la différence. On se sent beaucoup plus en confiance et plus à l'aise pour le faire et puis j'ai aussi également une amie qui était venue me voir, parce elle savait pas comment aborder en fait sa collègue et sa directrice d'école parce qu'elle travaille dans une école et donc du coup, je voulais parler un petit peu comme à vous, de aérer, donc des premières étapes et ça lui a permis, de se sentir en fait, bah, en 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 meilleure confiance, plus à l'aise. Elle avait une posture, plus à l'écoute. Elle savait vraiment pas au début comment, bah, pouvoir aborder en fait sa directrice et sa collègue et du coup en fait, bah, elle l'a été et puis quelques jours plus tard, était revenue me voir en me disant que ça avait vraiment fait la différence et que ça l'avait vraiment aidée, elle et sa collègue du coup à mettre une action en place, en tout cas pour elle. Donc n'hésitez pas vraiment quand vous voyez, un de vos collègues qui n'a pas l'air d'aller bien. J'avance un petit peu parce que je vois que, ça avance vite. Donc j'ai une question pour vous. Avec tout ce qu'on s'est dit, quelle est la première étape à faire quand vous repérez chez votre collègue un ou des signes d'alerte qui vous inquiètent? Je vous laisse répondre, dans le chat. Échanger avec la personne, en parler, l'approcher avec bienveillance. Tout ça, oui, tout ça, c'est des très bonnes réponses, mais c'était une petite question piège, parce que la vraie première étape finalement, c'est de checker son échelle, de disponibilité. Donc c'était, une petite question piège, mais effectivement vos réponses sont très bonnes, mais ça passe juste après. La première vraie étape finalement avant, c'est de s'auto-évaluer. Parce que en fait, si je ne suis pas disponible émotionnellement pour aborder mon collègue, ça va être
pas constructif du tout, en fait, d'aller l'aborder. Donc on va d'abord s'auto-évaluer sur son échelle de disponibilité. Je me sens émotionnellement disponible, ça veut dire que j'ai de l'espace, pour écouter et accueillir sans jugement. Là, je me sens préoccupée par mes propres émotions, donc je m'auto-évalue. Est-ce que, je suis capable? Donc est-ce que j'ai conscience de mes besoins émotionnels et de mes propres limites? Donc est-ce que du coup j'y vais parce que je sais poser mes limites? Ou est-ce que du coup j'y ne vais pas et on va voir ce qu'on peut faire si on n'y va pas? Et là, je me sens absolument pas capable d'accueillir les émotions d'autrui parce que moi-même, en fait, je n'ai pas l'espace et j'ai moi-même, en fait, finalement, besoin, d'en parler ou besoin d'aide. Donc l'important, c'est vraiment de se demander avant d'approcher finalement notre collègue: «Est-ce que j'ai l'espace disponible? Est-ce que, émotionnellement, je suis disponible?» Si on n'est pas disponible, il y a plein d'autres moyens, de quand même pouvoir agir. On peut aller en parler à un autre collègue de confiance en disant: «Beh, voilà, j'ai remarqué qu'un tel, ça faisait plusieurs semaines ou plusieurs jours, qu'il n'avait pas l'air d'aller bien, mais en fait, je m'en sens pas capable moi d'aller lui en parler. Est-ce que toi, tu t'en sentirais capable?» Il y a aussi, on peut en parler aussi à notre manager ou à un référent. Peut-être qu'il y a, au sein de votre entreprise des référents, peut-être même PSSM, premier secours santé mentale, ou des référents, en prévention santé mentale, tout simplement, ou les ressources humaines dans le cadre du travail. En tout cas, l'important, c'est quand même d'aller, demander à quelqu'un d'autre finalement de pouvoir, faire l'action à votre place parce que vous-même, vous n'en êtes pas capable. Et du coup, si vous-même, vous n'en êtes pas capable, et ben, osez aussi en parler, de votre propre cas et osez aussi, poser des actions. C'est un peu l'exemple du masque à oxygène finalement dans l'avion. On nous dit toujours, s'il y a un problème, les masques à oxygène tombent, on prend d'abord le sien avant de vouloir aller aider notre voisin. Parce que si on aide tout de suite notre voisin, mais qu'on n'a pas notre oxygène, bon, on va pas s'aider tous les 2. Là, c'est pareil. Donc avant d'aller approcher notre collègue qui semble ne pas aller bien, on s'observe et on s'auto-évalue aussi, voir si on est capable en fait, d'avoir l'espace pour accueillir ce qui va être dit, parce qu'on ne sait pas ce qui va être dit finalement. On ne peut pas savoir ce qui va être dit de la part de notre collègue. Donc ça va être important. Je vous mettrai juste à la fin, les ressources, pour que vous puissiez aussi, vous aider. On arrive à la fin, de cette présentation. C'était, rapide et assez dense, aussi, mais ce qu'il faut retenir finalement, ça va être que nous avons tous une santé mentale, qu'il va être important d'en prendre soin autant que notre santé physique, qu'il y a des déterminants qui sont importants de prendre en compte, qu'on a des facteurs risques et des facteurs de protection qui englobent notre santé mentale. On va devenir meilleur observateur aussi, des différents signaux d'alerte, se souvenir aussi des notions de temps, intensité et impact. Et puis, on va pouvoir, mieux aborder nos collègues avec la méthode aérée. Donc on approche, on écoute, on réconforte, on encourage et on renseigne. Les plus importantes finalement pour vous à ce stade-là, sans que vous ayez à passer, les premiers secours santé mentale, c'est avoir une attitude, qui est, bienveillante, être vous aussi à l'aise et donc construire un moment propice pour la conversation, pour que vous puissiez bien tendre la main à votre collègue et commencer à ouvrir le sujet, avec lui. Et puis la première étape finalement de toutes ces choses-là, c'est de checker vous, comment vous allez et de checker vous, votre disponibilité aussi à pouvoir, aborder le sujet avec vos collègues. Donc je vous remercie, pour, votre attention. S'il y a des questions, je vous laisse les poser, dans le chat et sinon je vais vous mettre aussi tous les liens que je vous ai dit. Et on va juste mettre la slide suivante, Stéphanie, si tu peux la mettre. Voilà. Si vous voulez suivre les aventures du coup de Solum, vous pouvez me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions autres, vous pouvez aussi me contacter via LinkedIn. Je ferai un plaisir de répondre.
et je vous remercie du coup de votre attention. Je vous mets tout de suite les liens. Hop, alors ici, vous avez le lien de Psycom avec toutes les ressources qui sont disponibles et un lien de PSSM, de carnet de secouristes. Vous avez aussi pas mal de carnets qui peuvent aider sur les différents troubles qui peuvent exister. Voilà. Hop. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, mais... Alors, il n'y a pas eu de questions, mais en tout cas, voilà. Il y a Laurent qui te remercie pour toutes ces informations. Voilà. Ok. Il y a Théo aussi, merci. Ben, j'espère qu'en tout cas, ça vous permettra de vous sentir effectivement plus à l'aise, plus observateur aussi, en fait, et d'être plus attentif aussi à soi et à ses collègues, parce que c'est vrai on peut peut-être avoir tendance à se mettre des œillères, mais finalement, on a tous intérêt à chacun d'être plus observateur et plus attentif, ne serait-ce qu'un comment tu vas aujourd'hui peut faire la différence. Et c'est une première main tendue, donc il ne faut pas hésiter justement à ouvrir la parole, ouvrir les sujets, même au sein d'une entreprise où ça reste très professionnel, on est d'accord, mais on peut aussi être humain dans une entreprise. Donc voilà, c'est pour moi important de vous partager ça et j'espère que ça vous sera utile ou du moins ça vous permettra de vous sentir plus à l'aise à aborder ces sujets-là avec vos collègues.